Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cet épisode, plongez dans le parcours d'Emmanuel de Lutzel. Après des premiers pas dans l'entrepreneuriat à Taïwan, puis plusieurs expériences courtes au sein de grands groupes internationaux, il rejoint BNP Paribas, qui deviendra son terrain de jeu d'entrepreneur social. De la création d'un collectif de bénévolat de compétences avec l'ADI, jusqu'au lancement d'activités pionnières de microfinance et de financement des entreprises sociales, Emmanuel n'a cessé de défendre l'idée que la finance est au service de l'économie réelle et de l'impact social. Dans cette première partie, il revient sur les soutiens, les obstacles et les décisions qui ont permis le développement de l'activité microfinance de BNP Paribas, un business à plusieurs centaines de millions d'euros de financement aujourd'hui. « 1978, tu as 20 ans. C'est ton premier jour chez Ouest France. Qui es-tu à ce moment précis ? En 1978, effectivement, j'étais en deuxième année de Sciences Po, entre la deuxième et la troisième année de Sciences Po, et j'ai voulu faire un stage long en entreprise. Et donc, j'ai choisi de faire du journalisme chez Ouest France, donc stage de plus de 3 mois. Et en fait, je voulais découvrir le journal, j'ai également découvert l'entreprise. Le soir, je faisais la mise en page régionale et je profitais de mes matinées pour interviewer des gens dans l'entreprise. Je me rappelle en particulier une interview que j'avais eue avec le secrétaire général de l'entreprise qui m'a appris effectivement comment fonctionnait l'entreprise familiale. C'est un grand groupe de presse, mais c'est une entreprise d'origine familiale. Et je me rappelle en particulier qu'il disait le monde de l'entreprise, c'est encore une monarchie. C'est une des rares monarchies qui reste encore aujourd'hui. Ça m'a marqué parce que par rapport à la vision qu'on a théorique de l'entreprise rationnelle, l'organisation rationnelle comme dans les administrations, etc. Et en fait, on se rend compte que le monde de l'entreprise, c'est pas véritablement rationnel et c'est plus proche de la structure de l'Empire romain ou du Saint-Empire romain germanique ou de la France de Louis XIV que véritablement d'une république avec des gens rationnels qui fonctionnent au service du client. Voilà, donc c'était très intéressant effectivement comme première expérience de plonger dans une belle entreprise en plus. Et souvent j'y repense parce que comme je suis maintenant en Bretagne, je lis Ouest France tous les matins et il m'arrive de rencontrer des journalistes de Ouest France et je leur dis, vous savez, j'ai débuté chez vous, j'étais tout petit, j'étais encore étudiant, etc. Mais ça m'a beaucoup appris, j'ai appris à écrire, à synthétiser, etc. Donc première expérience qui était très très marquante. Super. Ça, c'était toi à 20 ans. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai 67 ans. D'abord, depuis quelques jours, je suis grand-père, donc ça, c'est un élément important. Voilà. Deuxième chose, je suis retraité depuis 2020, donc je suis bénévole d'une association qui s'appelle Habitat Humanisme. Association que je connais déjà depuis une bonne dizaine d'années, donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau dans ma retraite. Je suis quelqu'un de très actif effectivement dans cette association puisque j'ai d'une part une casquette dans le Morbihan, je suis vice-président de l'association Morbihan et au niveau national, je suis en charge des questions européennes dans un contexte où l'Europe c'était pas important sur les sujets de logement il y a 2 ans et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très important. Il se trouve que nous avons un modèle développé depuis 40 ans qui intéresse beaucoup les institutions européennes parce que c'est un modèle assez emblématique en matière de frugalité économique, mais en même temps d'impact social. Ok. Écoute, on l'abordera pas forcément en détail aujourd'hui, parce que la promesse effectivement de ce podcast, c'est de revenir sur ce qui est révolu, mais tout ça, ça a du sens. On va le voir avec ton parcours, c'est très lié. Bienvenue Emmanuel, sur les grandes épopées. Et merci de m'accueillir chez toi à Vannes pour cet échange. On est dans le jardin d'Emmanuel, plus précisément dans la caverne de Platon. Donc on va essayer d'en sortir pendant ces 2 heures ou 1h30 en tout cas d'échange. Et merci en tout cas encore une fois pour ton accueil. Oui, mon jardin, en effet, c'est un jardin philosophique où il y a des endroits un peu avec des références. Alors, on est dans la caverne de Platon, qui est une espèce de petite grotte de verdure. Un peu plus loin, il y a la taverne de Diogène,
Diogène, qui était un ivrogne philosophe. Un peu plus loin, il y a la cave à cigares d'Épicure, puisque Épicure, c'est aussi les cigares. Il y a le portique des Stoïciens. Bon, je suis très, très amateur de philosophie antique, et donc chaque endroit dans le jardin fait référence à des philosophes. Alors, il y a les anciens, il y a les modernes. Je ne vais pas partir sur Hegel et Kant, mais on peut aussi en parler. Les pièces de la maison aussi ont des... Non, il y a beaucoup de livres. Ça, je confirme, je témoigne. Enfin, c'est génial, en fait. Souvent, j'aime bien, quand j'arrive chez quelqu'un, regarder sa bibliothèque. J'attendais avec impatience ce moment parce que je savais que tu avais cette réputation de grand lecteur. Pour la petite histoire, on se connaît très peu avec Emmanuel, mais on s'est croisés il y a vraiment un peu plus de 10 ans sur un événement Wikipédia. Voilà, et on avait travaillé ensemble sur la création d'une page Wikipédia pour valoriser les associations sur la question de la compétence, passerelle des compétences en l'occurrence. Et je suis allé revoir récemment, la page existe toujours, notre contribution est restée. Voilà. Alors pour rappel, dans ce podcast, on va explorer des momentum de ta carrière. Ce que je cherche à comprendre, c'est comment tu les as vécus à l'époque, mais aussi grâce à ton recul aujourd'hui, ce que tu en retiens pour toi et aussi pour les auditeurs. Et c'est parti pour la grande épopée d'Emmanuel. Tu démarres en fait ta carrière par 2 ans à Taïwan. C'est la première fois que, en tout cas, tu parles d'entrepreneuriat. Je voulais t'entendre là-dessus. Comment on se retrouve en étant jeune diplômé à Taïwan pour monter une entreprise? Alors, je suis parti à Taïwan après mon service militaire en 81 avec une double intention. D'une part, en 81, c'était 5 ans après la mort de Mao Tse-tung. Et j'avais cette vision, j'avais été très marqué par le livre de Perfit à l'époque, Quand la Chine s'éveillera. Donc l'impression que la Chine allait compter dans l'avenir du monde, et en particulier si on voulait être dans le business. Et puis deuxième chose, j'avais suivi des cours de philo et de civilisation chinoise avec un jésuite qui s'appelait le Père Lard. Et j'étais très intéressé en particulier par le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Et donc quand j'ai demandé conseil au Père Lard sur l'idée, j'ai 22-23 ans, je me demande, voilà, j'ai pas nécessairement envie de commencer tout de suite à entrer dans une grande entreprise, à faire des choses classiques, et je me dis, d'apprendre le chinois, ça peut servir. Il m'a dit, allez à Taïwan, c'est une bonne idée, c'est le meilleur endroit pour apprendre le chinois. Et donc, j'ai suivi ce conseil. Je ne parlais pas du tout le chinois en arrivant, donc j'avais fait 20 leçons dans la méthode Assimil, donc je ne connaissais pas du tout le chinois. Cette époque de 2 ans a été une époque déterminante dans ma vie parce que c'était à la fois une période étudiante, mais en même temps, il fallait que je gagne ma vie. Et donc, pour gagner ma vie, d'abord, j'ai commencé par faire des études de marché pour une banque qui, à l'époque, s'appelait Paribas. Ensuite, j'ai travaillé pour une société de commerce. Puis, j'ai commencé à monter une entreprise, ce qui n'a pas été un succès, mais ça a été une expérience fabuleuse. J'ai commencé, alors c'était extrêmement osé, puisqu'en fait, je ne parlais pas le chinois. Mon entreprise était une entreprise de traduction. D'accord. Donc, mon idée était simple. Je m'adressais aux entrepreneurs chinois exportateurs comme la boîte pour laquelle je travaillais, et de leur dire, vous ne pouvez pas exporter vers des pays européens et ne pas faire des notices, produire des textes qui ne soient pas dans un français, dans un allemand, dans un anglais correct. Alors l'anglais, en général, ils étaient plutôt bons, parce que Taïwan est très orienté vers les États-Unis. En revanche, les autres langues européennes étaient très, très mauvaises. Et je jouais sur l'idée, enfin en chinois, il y a un concept qui est perdre la face. Donc vous perdez la face si vous n'avez pas des textes qui soient corrects. Donc un argument presque d'autorité. Un argument qui touchait beaucoup les gens. Et donc j'ai recruté, enfin comme prestataire, des gens qui comme moi étaient étudiants étrangers, qui n'étaient pas nécessairement très bons en chinois, mais qui pouvaient traduire à partir de l'anglais. Alors ça a été absolument passionnant parce que j'avais cette excitation de la création d'entreprise avec certains des traducteurs qui étaient plus que ça, enfin qui étaient des vrais compagnons de route parce qu'ils étaient également dans la démarche commerciale. En revanche, ça n'a pas vraiment été un succès parce que je me suis rendu compte que quand même, je partais de très très bas. Enfin, d'une part, je n'avais pas vraiment de contact dans les entreprises, donc c'était vraiment de la démarche dans le dur. Que d'arriver dans une entreprise
et de demander à parler aux patrons, même dans des PME, mais de les aborder en anglais pour leur vendre des services de traduction, entreprises chinoises, etc. Et puis, troisième chose, c'est que j'étais là pour une durée déterminée. Au départ, j'étais parti pour 1 an, j'ai prolongé sur 2 ans, mais j'allais pas faire ça éternellement. Donc, pour construire Ouais, une tu te projetais entreprise, pas dans un projet très long terme. voilà, pour construire une entreprise, il faut le faire dans la durée. Donc, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a énormément appris sur moi-même, sur le fait qu'il faut oser. Enfin, je veux dire, plutôt que de rêver, il faut réaliser. Et même si ça ne se réalise pas, on apprend. C'est ce que dit Mandela, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai beaucoup appris. Mhm. Donc cette première relation, en tout cas, elle est assez tôt finalement dans ta carrière. Et c'est intéressant parce que tu vas y revenir un peu plus tard, différemment. Mais ensuite, tu vas démarrer ta carrière dans le monde de l'entreprise plus traditionnel. Et donc là, il y a une sorte de période où tu vas enchaîner plusieurs jobs, plusieurs entreprises. Est-ce que tu peux parler un peu de cette période-là? Oui. Alors j'ai en fait, à partir de mon retour en Europe en 83, j'ai en gros changé tous les 3 ans. Au départ, je suis revenu, je parlais couramment le chinois à l'époque, donc aussi bien qu'aujourd'hui je parle l'anglais ou l'allemand, donc j'avais vraiment un bon niveau. Sachant que tu es franco-allemand, donc tu Oui, parlais très très bien je chinois. parlais assez bien le chinois, effectivement. Et avec l'idée, les entreprises françaises ou européennes vont me faire des ponts d'or pour avoir cette compétence rare de quelqu'un qui a fait des études supérieures et qui veut faire carrière sur le franco-chinois. Ok. Et en fait, en 83, 84, c'était beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que les entreprises européennes considéraient que la Chine, c'est un petit marché. C'était un petit marché à l'époque. La grande Chine, c'était autant que la petite île de Taïwan. Voire, faut se rendre compte de l'ordre de faire grandeur. 10 fois plus ou 20 fois plus. Enfin, donc, je suis arrivé trop tôt. Et donc, je n'ai pas continué sur la piste chinoise, sauf un petit détour par l'université, c'est-à-dire comme je n'avais pas fait d'études universitaires à Taïwan, mais j'avais appris en face à face avec un prof, donc j'avais pas de diplôme, donc je me suis inscrit à l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai fait un DEA à l'école des hautes études sur les relations économiques entre Taïwan et l'Europe, qui a été en fait la synthèse des articles que j'avais publiés, en rajoutant un petit peu de Max Weber, un petit peu de l'histoire, Alain Perfit, etc., enfin sur les relations entre l'Europe et la Chine. Et ça, juste pour rebondir, pour bien comprendre, cette volonté de mettre un élément diplômant derrière cette expérience-là, c'est une volonté personnelle ou c'est quelque chose que tu as ressenti, que le marché demandait Non, alors je m'en fichais. L'école des hautes études, c'est pas un truc qui est recherché par le marché. Hein. C'est pas HEC. Je l'ai fait parce que j'avais envie de terminer la démarche. J'avais même envisagé de faire un doctorat, de terminer la démarche intellectuelle. Ok. J'avais des kilos de documents de ce que j'avais publié, de ce que j'avais rassemblé, etc. Et j'avais envie un peu de faire une synthèse. Et donc, il m'arrive de retomber sur mon mémoire de DEA. Et je me dis, ouais, c'est quand même pas mal ces trucs. Ça, je me rappelle, je l'avais rédigé ici à Vannes et j'avais beaucoup souffert parce que c'était, en fait, c'est les douleurs de l'accouchement. Hein, c'est-à-dire que on a plein d'éléments disparates, mais il faut en faire quelque chose. C'est comme plus tard, publier un bouquin. L'idée est bonne, mais c'est autre chose de savoir faire une conférence, de savoir parler d'un sujet, d'animer une réunion. Mais d'écrire un bouquin, c'est un long travail d'accouchement. C'est drôle parce qu'en fait, finalement, tu poses des premières pierres de ce qui va être ton mode opératoire plus tard dans ta carrière, avec ce travail-là de faire un mémoire poussé, d'aller au bout d'une démarche intellectuelle, de clore finalement ce chapitre-là de cette manière-là. Je trouve que c'est super inspirant parce que parfois on se demande au début de sa carrière quel choix on fait, qu'est-ce qu'on fait de manière intentionnelle ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point c'était intentionnel. Alors, en fait, pour moi, c'est important de marcher sur 2 jambes, c'est-à-dire la théorie et la pratique. Enfin, il y a un proverbe chinois qui dit lire 10 000 livres et parcourir 10 000 kilomètres. Donc, c'est la réflexion et l'action. Je suis frappé dans le monde de l'entreprise, combien beaucoup de gens dans le monde de l'entreprise n'ont aucune culture générale, que ce soit philosophique, historique, etc. Alors que nous avons beaucoup à apprendre, et pas seulement de Platon et d'Aristote, hein, mais nous avons beaucoup à apprendre pour le monde de l'entreprise à partir de ce que les anciens nous ont légué. Hein. Donc, il ne faut pas être un théoricien. Hein, Karl Marx au Capital, c'est impressionnant, mais Karl Marx, il a jamais rien construit de lui-même. Donc, il faut avoir à la fois la capacité d'analyse théorique et en même temps la capacité de plonger dans l'action. Et c'est là où on vérifie si
si la pensée est véritablement juste ou pas. C'est en la confrontant avec l'action. Récemment, j'ai échangé avec une personne qui m'expliquait que le PDG de son entreprise, à un moment donné, était un économiste. Et quand il y avait eu la crise de 2009, 2008-2009, ils avaient eu une posture très différente dans la sortie de crise, en réfléchissant vraiment très macro, par trimestre, avec une logique de macroéconomie. Là où un autre PDG qui n'avait pas forcément ce recul-là aurait certainement raisonné très court terme, etc. Et ça a été une de leurs chances parce qu'ils ont réussi finalement à ne pas prendre des décisions trop hâtives. Je trouve que ça illustre bien ce que tu dis sur le côté théorie pratique dans le monde de l'entreprise à l'échelle. Ouais. Et donc là, quand tu fais ce que, en tout cas toi, tu définis comme des circuits un peu rapides de 3 ans, 3 ans, 3 ans dans les entreprises, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui justement de cette période-là J'ai beaucoup appris là aussi. J'ai commencé chez Eurocheck International à Bruxelles. Donc là, j'ai appris la relation avec l'Europe. Enfin, j'ai compris que l'Europe, c'était pas la France en plus grand et en anglais. Hein. Donc, j'étais dans une équipe internationale d'une 20aine de personnes où il y avait 6 nationalités différentes. Donc, c'était particulièrement intéressant. Ensuite, je suis entré au Crédit Commercial de France, ce qui n'a pas franchement été un succès. Enfin, en fait, j'ai été recruté en tant que sinologue et j'ai été envoyé à Francfort. Hein. Le côté franco-allemand l'a emporté sur le côté effectivement Europe-Chine. Et ensuite, donc, je suis entré à la Commerzbank en France. Quand le mur de Berlin s'est effondré, j'ai dit à mes patrons que j'étais tout à fait intéressé à partir sur le réseau allemand en Allemagne de l'Est pour aller construire ce réseau nouveau, etc. Et qu'éventuellement, j'étais également intéressé à partir en Europe de l'Est, la Hongrie ou d'autres pays. Et puis que accidentellement, je parlais le chinois. Ça les a pas vraiment intéressés. Enfin, ils souhaitaient me garder à Paris, en fait. Hein. Donc, et t'as compris pourquoi justement il avait pas envie de... En fait, c'est le problème de beaucoup de managers de proximité. Je l'ai vu chez BNP Paribas. Des gens qui donnent tout à fait satisfaction à leur manager de proximité et qu'on a envie de garder dans l'unité où on est. De ne pas le laisser évoluer. Et donc, à un moment donné, cette personne, on va inévitablement la perdre. Parce que, j'ai revu hier un ami... on se connaît depuis une dizaine d'années et il a eu un parcours chez BNP Paribas qui malheureusement, il n'a pas, alors qu'il avait beaucoup d'atouts pour évoluer, il n'a pas pu évoluer parce que c'est son management a souhaité le garder là où il était alors que il avait beaucoup investi en formation, appris 2 langues, fait un parcours international, etc. Et ça résonne dans ma propre expérience avec la Commerzbank. C'est-à-dire que c'est aussi la question... si on est recruté dans une entité du groupe, c'est très difficile d'évoluer vers une autre entité. Et donc, ça veut dire que de la part des managers, il faut accepter de raisonner globalement et non dans l'intérêt du groupe et pas de raisonner simplement pour ma petite entité. Ça, je pense que c'est aussi une question de stratégie d'entreprise. C'est comment est-ce que justement ils se sentent incentivés ou en tout cas motivés à raisonner global à l'échelle des managers de proximité. Je pense que... Oui, enfin, je pense que c'est d'abord une question de comportement humain. Donc, il y a des managers qui vont penser globalement et puis il y a des managers alors souvent des gens qui n'ont évolué que dans une seule spécialité et qui ne voient que le monde à leur petite fenêtre. Hein. Mais on peut faire toutes les formations qu'on veut, ça ne se décrète pas. Hein. Et donc les gens qui se retrouvent dans cette situation, ils sont bloqués. Et donc leur seule possibilité d'évoluer, c'est de sortir. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec Commerzbank, où j'étais tout à fait heureux et j'aurais pu continuer pendant des années. Hein. Mais donc j'ai été recruté par une banque allemande en Allemagne pour développer le marché français et à partir de cette banque basée à Düsseldorf. La banque était toute petite et avait des grandes ambitions. Enfin bref, après quelques années, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. Et je suis parti chez Siemens. Donc là, c'était une grosse boutique, une des premières entreprises allemandes et européennes, pour faire du financement export et du financement de projets. Puis après quelques années, je me suis dit, ça fait quand même 6 ans que je suis en Allemagne. J'ai envie avec les enfants, est-ce que mes enfants vont devenir totalement germano-germaniques ou bien est-ce que on rentre en France à un moment donné et à ce moment-là j'ai été candidat donc chez BNP et dans d'autres banques françaises et je suis rentré à Paris, rentré chez BNP Paribas. Voilà. Ok, c'est un choix fort, sachant que, je trahis aucun secret, ta femme est allemande. Oui. Donc ce moment-là, c'était quelque chose qui était déjà
un peu prévu ou c'est vraiment une discussion où vous dites ok maintenant en fait c'est maintenant le moment Alors, on ne s'était pas donné de date limite, mais c'est vrai que, en plus, nous n'étions pas, nous étions dans le fin fond de la Franconie profonde, hein, donc la Franconie, c'est le nord de la Bavière, donc c'est pas Munich, hein, c'est une petite ville à côté de Nuremberg. Ça aurait été probablement différent si j'avais été à Munich, par exemple, mais se posait effectivement la même question de l'identité, de l'éloignement de ma famille. Mes parents étaient de plus en plus âgés, donc puis une grande partie de mon réseau personnel était quand même en France, donc à un moment donné, on a quand même envie de revenir aux racines. Mais c'était une expérience absolument passionnante, hein, de travailler véritablement à l'international, parce que c'est pas la même chose de travailler à l'international. On est détaché d'une boîte française et on va travailler en anglais à Hong Kong ou à New York. Oui, mais on est toujours avec des grands patrons qui sont français. Et d'être dans une entreprise allemande, belge pour un chèque international, et d'être donc obligé de s'adapter. Donc le choc culturel, on le vit différemment. Oui, il est totalement dans la culture de l'entreprise en fait. Voilà. Il est à toutes les échelles on est obligé de rentrer dans la culture de l'entreprise et dans la culture nationale. Donc, parce que de mon expérience des entreprises françaises à l'étranger, elles sont quand même des très grandes comme BNP Paribas, elles sont quand même très très marquées par une culture française. J'ai vu chez BNP Paribas la même chose que j'avais constaté à la Commerzbank, c'est-à-dire qu'il y a le centre, il y a la périphérie, et les gens qui sont en périphérie, qui travaillent à Londres ou à New York, et s'ils sont recrutés locaux, ont très peu de chances d'évoluer au niveau national, au niveau niveau global. D'ailleurs, voir quelques entreprises ont tendance à envoyer des nationaux prendre le lead en fait sur ces activités-là. Il y a encore des entreprises qui font ça. Donc ça accentue ce phénomène, effectivement. Et donc de 97, donc tu arrives à BNP, donc, qui n'est pas encore BNP Paribas, mais c'est 2 ans avant la fusion, donc c'est assez concomitant. Donc tu es toujours sur des activités, on va dire core banking, sur le marketing. En fait, j'ai continué chez Siemens, j'étais responsable de grands projets export, donc des projets à 100 millions, c'était à l'époque du Deutschmark, mais 100 millions d'euros, 50 millions, On va voir les ordres de grandeur. Des projets, des projets de centrales électriques, hein, donc des gros trucs. Et donc chez BNP, je suis entré donc au financement export avec une expertise assez unique dans le domaine de ce qu'on appelle le crédit export multisource. Hein, donc quand un exportateur français va exporter, il va s'appuyer sur la COFACE. Quand il y a plusieurs exportateurs qui vont construire une centrale électrique, chaque exportateur va bénéficier de l'assurance crédit de son pays. Et donc, à l'époque, BNP n'avait pas beaucoup d'expertise dans ce domaine. Paribas était un peu plus en avance. Hein. Et donc, je suis arrivé avec cette expertise assez pointue sur le domaine du crédit export multisource. Donc, j'ai allumé effectivement qu'on avait une équipe d'une douzaine de personnes, d'une douzaine de pays, entre New York, le Japon, les pays européens. Israël, j'ai même développé le crédit export avec Israël, qui était absolument passionnant parce que les crédits export, c'est des financements d'infrastructures, hein, donc, en particulier l'électricité, et donc c'est un élément fort pour le développement des pays. Tout à fait. C'est pas juste vendre du matériel, quoi. Donc cet aspect développement économique a été toujours quelque chose qui m'a passionné, parce que j'ai toujours été choqué par le fait que il y a 10% de la population mondiale qui ne mange pas sa faim. Donc. Parfois, on peut faire on peut dire, bon voilà, le milieu bancaire, parfois, on est un peu éloigné de l'économie réelle. Enfin, en tout cas, des fois, on entend ce discours. Là, toi, tu es dans le financement des infrastructures, donc on est vraiment sur du tangible, quoi. On parle de choses qui sont structurantes, qui sont à la base, en fait, des pays. On a trop souvent la vision déformée à partir de l'économie des marchés, qui sont effectivement quelque chose d'assez artificiel. Mais le monde bancaire, c'est d'abord l'économie réelle. Et donc là, je vais aller assez vite sur cette partie de ta carrière, mais donc tu es sur ces rôles-là, des rôles plutôt traditionnels sur ton expertise à BNP, puis ensuite BNP Paribas. Et là arrive un moment, dans les années 2000, donc en 2004, où tu deviens bénévole à l'ADI, qui était l'association leader en France, en tout cas sur la question du microcrédit.
Je suis très curieux parce que c'est là le cœur de la carrière, si j'ose dire, d'Emmanuel. Ce lien avec l'intrapreneuriat social, la microfinance, l'entrepreneuriat social. Comment est-ce que tu tombes sur l'ADI et qu'est-ce que tu fais avec eux Je me rappelle qu'en 2002, la direction de la communication avait fait un événement avec Maria Novak, fondatrice de l'ADI, un événement interne pour les cadres de BNP Paribas. Et Maria Novak avait donc présenté voilà qui nous sommes, ce que nous faisons, financer des gens qui normalement n'ont pas accès au crédit bancaire. Ce sont des petits crédits de 5 000, 10 000 euros. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et Maria avait terminé en disant « Et d'ailleurs, nous recrutons des bénévoles. Et peut-être qu'il y a des gens chez BNP Paribas qui pourraient être intéressés pour devenir bénévoles. » Je l'ai entendu une première fois, j'ai entendu une autre conférence de Maria, même discours. Et à la troisième fois, je me suis dit, non mais ça fait 3 fois que je l'entends et ça fait 3 fois. J'avais déjà une certaine expérience de bénévolat, donc quand j'étais étudiant et puis plus récemment. Donc j'étais de toute façon assez orienté sur le monde de l'économie solidaire et pas juste dans le monde du business. Donc l'idée a germé de monter. Enfin, au départ, c'était pas un projet, c'était une idée de m'engager moi personnellement comme bénévole. Et puis à la machine à café, à la cantine, en parlant avec mes collègues, je leur dis, je sais pas, vous avez vu le Maria Novak la semaine dernière, là, il nous a fait un truc, c'est quand même vachement intéressant ce qu'ils font. Bon. Et en parlant, en fait, j'ai plusieurs personnes, enfin une dizaine, une quinzaine de personnes qui me disent, ah oui, c'est intéressant. Et j'ai envie de m'engager. Ah, bah si tu t'engages, oui, moi aussi, je suis intéressé. Donc à la fin, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient intéressées, et donc on s'est dit, bon, soit on va individuellement voir l'ADI, enfin l'implantation de l'ADI à Paris, soit pourquoi pas demander à Maria Novak de nous faire une petite présentation ou à quelqu'un de l'ADI. Enfin, de spécifique à spécifique ce pour groupe. notre petit groupe, en disant voilà, on est quelques-uns. Enfin, si on en a spontanément identifié une vingtaine, c'est qu'il y en a d'autres qui sont intéressés. Donc on a lancé d'abord j'ai demandé à Maria Novak, que je ne connaissais pas à l'époque, donc je lui ai demandé est-ce que vous seriez intéressé? Oui, volontiers. Donc on a réservé une salle et on a lancé, mais vraiment bouteille à la mer, c'est-à-dire voilà une invitation, tu passes à ton voisin si tu penses qu'il est intéressé, etc. Et on s'est retrouvé avec une 50aine de personnes, dont beaucoup que je ne connaissais pas, qui avaient été les copains des copains des copains, ou les copines des copines des copines. Donc là, je me suis dit, c'est intéressant parce que ça touche les gens. Et sur la 50aine de personnes qui étaient venues, plus une 30aine qui avaient dit, je peux pas venir, mais si vous faites une deuxième session, je suis intéressé. Bon, on a effectivement eu une dizaine, une quinzaine de personnes qui se sont effectivement engagées. L'ADI a fait spécialement une formation, parce que normalement tout nouveau bénévole a une formation, mais là on a fait une formation de groupe où on a vu une chose que personne n'avait jamais vue à l'ADI, c'est-à-dire qui est rare dans la formation, c'est-à-dire que normalement il y a 10 personnes qui s'inscrivent et il y en a 8 qui viennent à la première session et il y en a 7 qui viennent à la deuxième session. Et là c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a eu 7 personnes qui se sont inscrites et en réalité, il y a eu 8 ou 9 personnes qui sont venues. Et voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc, ces gens se sont intégrés, nous sommes intégrés. Et puis en même temps, nous avions en fait le groupe des gens qui avaient pris la décision de devenir bénévoles et puis un groupe plus large de soutien. Donc, on a appelé ça Jacadi. J'accompagne les créateurs de l'ADI, il fallait donner un nom. Et donc, on se réunissait une fois tous les 2-3 mois pour un petit peu dire, voilà, mon expérience concrète en tant qu'accompagnateur. Donc, chacun d'entre nous, on accompagnait des projets concrets. Et c'est des choses qui se faisaient déjà avec l'ADI ou c'est vraiment un programme pas du tout sur mesure que vous avez? C'est un programme sur mesure. Okay. Le bénévolat de compétences ou le mécénat de compétences n'existait pas à l'époque chez BNP Paribas. Ça a été un peu la matrice de ce qui est devenu plus tard BCS, bénévolat de compétences et solidarité, où la banque a aidé à mettre en place une structure avec une véritable, un petit budget, avec circulation de l'information. Enfin, on a vraiment bricolé sans avoir aucun moyen. Donc, là aussi, c'est de l'entrepreneuriat avec des bouts de scotch. Donc, ce qui m'a particulièrement touché, c'est de voir effectivement que mes collègues s'engageaient, qu'ils restaient engagés, parce que Maria Novak nous avait dit, ce qui est important, c'est l'engagement dans le temps, l'engagement dans la durée. Donc, si vous venez,
c'est pas juste pour 3 mois pour donner un coup de main pour quelqu'un, c'est vous réfléchissez, si vous pouvez vous engager sur 2-3 ans, hein. Donc, il vaut mieux en faire moins, mais le faire bien. Et effectivement, les gens se sont engagés et ça a créé un premier noyau de gens intéressés par la microfinance. Et ce noyau a été ensuite l'incubateur de ce qui est devenu le projet microfinance de la banque, projet business dont je vais parler, je pense. Ah ben on va parler en long, en large, en travers. Sur cette population-là, qui est bénévole, parce que je trouve génial, puisque là, vraiment, on est sur... Il y a aucun intérêt, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de vision d'entreprise, il y a des gens, en fait, qui Oui. trouvent le sujet intéressant et qui veulent voilà, s'investir. Au niveau de la sociologie de ce groupe, c'est des métiers similaires, c'est des gens qui sont à des niveaux de hiérarchie différente de l'entreprise. Comment Alors, quel comme ça impact s'est tu as? répandu de bouche à oreille, je dirais la sociologie, c'était plutôt des cadres moyens ou supérieurs, plutôt des gens dans des métiers de siège, des gens qui avaient de toute façon une forte sensibilité sociale. Je réfléchis s'il y avait plus de femmes ou d'hommes, à peu près égal, peut-être un peu plus d'hommes. Ok. Voilà. Je sais pas si tu as déjà de la suite dans les idées à ce moment-là, mais en tout cas, il y a cette première initiative. Comment, du coup, tu passes à l'étape d'après? Alors, en fait, ça s'est passé, je me rappelle très bien, c'était pendant pendant Noël 2005 que nous sommes allés passer à Berlin. Il neigeait, il faisait très froid, on ne pouvait pas sortir. Et j'ai commencé à incuber une idée à ce moment-là, beaucoup en dialogue avec ma femme. C'est très important, effectivement, d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer, idéalement un conjoint, mais ça peut être un partenaire extérieur. Enfin, mais on a tous besoin d'un miroir, hein. Cette idée, c'était pourquoi ne pas lancer une activité de microfinance business, c'est-à-dire de financer des institutions de microfinance dans les pays émergents, parce que ce qu'on fait en France, c'est epsilon par rapport aux pays émergents, en lien avec le réseau de BNP Paribas, et dans une véritable perspective business, mais pas maximisation du profit. Donc, c'est un chemin de crête, hein, parce que ça veut dire on cherche de l'impact social, question subsidiaire, comment on va le mesurer, l'impact social, comment réussir à ne pas perdre de l'argent, parce que c'est quand même, la banque est un métier risqué, et la microfinance, des institutions prêtant à des personnes qui sont fragiles, c'est quand même quelque chose d'assez risqué. Mais là, la manière dont tu le présentes, j'ai l'impression que c'est vraiment en fait, le projet que tu vas mener ensuite. Mais comment on passe de bénévolat à l'ADI à ce projet qui est quand même bien pensé, enfin, en tout cas, la Ouais. manière dont tu le pitches là. Il y a Alors, encore des rencontres, il y a oui. Alors, l'hiver 2005 était pas encore, la vision n'était pas encore aussi mûre, mais j'ai commencé à rédiger. J'ai commencé à rédiger un premier papier. Comme il faisait froid dehors, de toute façon, j'avais pas grand-chose à Et en faire. te disant, ça sera à la BNP. C'était déjà une C'est condition. quand même, il vaut mieux commencer par le prochain avant d'aller voir le lointain. Donc, et donc j'ai commencé à regarder aussi. J'avais vu passer pas mal d'articles dans la presse parce que 2005 était l'année internationale de la microfinance. Donc il y avait eu pas mal d'articles qui étaient passés dans la presse, Financial Times, Wall Street Journal, etc., sur le modèle économique de la microfinance. D'accord. Et ça m'avait beaucoup nourri, beaucoup interrogé de voir. Alors BNP Paribas n'a pas été la première banque à se lancer là-dedans. Citigroup, Deutsche Bank avaient déjà fait des expériences sur ce sujet. Et donc j'avais rassemblé une quinzaine, une vingtaine d'articles qui constituaient un peu un corps de doctrine. Voilà. Et donc le papier que j'ai rédigé à Noël 2005 était un peu la synthèse pour moi-même, hein, de ce que j'avais constaté. D'accord. Et puis après, c'était comment passer de l'idée à la réalisation. Il faut parler à des gens. Faut parler à des gens. J'avais pas idée que ce serait aussi compliqué et qu'il faudrait parler à autant de gens, que l'idée était aussi, oui, révolutionnaire, Et que contre-intuitif pour et l'organisation. contre-intuitif pour l'organisation. A posteriori, les gens m'ont dit réussir en 6 mois à faire basculer une organisation qui ne connaissait rien à la microfinance vers un projet de microfinance à 50 millions, c'est quand même pas mal. Mais alors le chemin, il a été assez long et il y a eu des grosses périodes de découragement. Ma chance, c'est que j'avais déjà mon groupe de bénévoles de l'ADI et ça a été un formidable soutien moral parce que j'avais des gens avec qui parler. Donc,
Et d'ailleurs, il y a personne qui voulait faire avec toi? Parce Bah que là, non, c'est bah non, un chemin bah non, solitaire bah non. Oui, finalement. oui, c'était un Ouais. chemin assez solitaire. Il y a des gens qui étaient prêts à donner un coup de main ponctuellement, mais pas D'accord. ouais. Et donc, première étape, j'ai vu mon ancien patron, qui s'appelait Jacques, hein, quelqu'un qui était proche de la direction générale et qui connaissait assez bien les réactions possibles de la direction générale, et je lui ai présenté l'idée, voilà, c'est l'idée de financer des institutions de microfinance dans les pays émergents en liaison avec le réseau, BNP Paribas. Et Jacques n'était pas quelqu'un de facile à convaincre, hein, mais qui en même temps, il m'aimait bien, et il a eu une réaction tout à fait positive. Il m'a dit: «C'est une super idée, ça va intéresser la direction générale, allez voir un tel et un tel de ma part». Ok. Bon, et donc en fait, il y a eu Le une début du feed en fait. succession, voilà, il y Mm. a eu une succession de portes qui se sont ouvertes, de gens. J'étais recommandé par, un tel, je prends rendez-vous, la personne m'ouvre la porte, me dit: «Bon, je vous reçois parce que, Vous venez de la la part d'un dame tel. appelle». Mm. Bon, sous-entendu, on en a pour un quart d'heure, et 1 heure après, la personne me dit: «Mais c'est super ton projet, Emmanuel, je vais te soutenir, tu peux aller voir un tel et un tel de ma part». Ça s'est reproduit une petite quarantaine de fois. Ouais, c'est énorme. Ok. Sans compter, la trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes de mon environnement proche, qui étaient un peu les testeurs de mon idée, quoi. Et donc c'est comme ça que, j'ai eu l'occasion d'approcher, Jacques Delarosière, qui était, ancien, directeur général du Fonds monétaire international et qui était, conseiller spécial de Michel Pébroux, donc un monsieur tout à fait, extraordinaire. Et là aussi, ça m'a donné une formidable confiance, parce que, Jacques Delarosière, c'est pas n'importe qui. Il Mm. avait l'oreille de la direction générale, et d'avoir un encouragement de quelqu'un qui m'a reçu pendant plus d'1 heure, hein, qui m'a écouté, qui a analysé le projet, qui a ouvert la porte, et cetera. Bravo. Et donc, au mois d'avril, j'avais vu donc, ouais, une bonne trentaine de personnes. Tout le monde m'avait dit: «Ah, c'est un beau projet, Emmanuel, c'est un beau projet, mais il faut que la direction générale décide». Personne ne se sentait investi, et alors j'avais découvert également qu'en fait cette idée, quelqu'un d'autre l'avait eue avant moi 3 ans plus tôt, Ok, intéressant. sur, la zone Afrique, et que ce projet avait été tué dans un couloir, hein. C'est-à-dire qu'il avait été question de le présenter dans un séminaire, et cetera, mais finalement, ils avaient décidé que non, c'était pas un bon sujet et que c'était pas la peine de travailler dessus. C'est une personne que tu as rencontrée dans les 40, ça va? Et c'est la personne qui m'a raconté l'histoire était à l'origine de ce projet qui avait été tué dans un couloir. Il était à l'inspection générale, je me rappelle très bien. Il était en mission d'inspection à Taïwan. Donc nous avons 1 heure de conversation. Bon, 1 heure de conversation, où il m'a raconté toute l'histoire et D'accord. comment il trouvait que mon idée était géniale, et que effectivement c'était important de faire un projet qui soit totalement transverse et pas limité uniquement à une zone géographique. Mm. Et donc le projet effectivement impliquait l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique évidemment, mais impliquait également des métiers comme, l'asset management et la banque privée. La Heu, transversalité à toutes les échelles. transversalité. Ouais. Ce qui supposait effectivement, de présenter le sujet à la direction générale. Donc tout le monde me disant, «Il faut que la direction générale décide». Là, j'étais quand même assez embêté parce que je n'avais pas un contact, enfin je parlais à des gens qui étaient N+3, N+4 par rapport à moi, mais j'étais pas au niveau Vous n'avez pas la N+1 clé de la directe en direction fait. générale, voilà. Alors il se trouve que je connaissais la secrétaire d'un des directeurs, généraux qui, rencontre à la cantine, bon, le fils. Très très important ça. Oui, non, mais des rencontres Ouais. fortuites, hein, puis quand on est prêt, les portes s'ouvrent, et donc elle me dit: «Bah, si vous voulez, je peux vous arranger un rendez-vous avec Georges». Et écoutez, je suis pas encore tout à fait prêt, mais je retiens, je reviens vers vous. Bon. Et quand je me suis senti prêt, c'est-à-dire avec un pitch qui était vraiment présentable, avec des éléments d'un business plan, j'ai demandé un rendez-vous à Georges de Courcelles. Et là, mon sort a basculé, hein. Donc, sa secrétaire m'avait dit: «Vous avez un quart d'heure». Effectivement, j'avais un quart d'heure, hein. Donc, comme on Ça a duré 15 Sciences minutes. Po, voilà, comme à Sciences Po, hein, 10 minutes de partie, de sous-partie, hein. Donc, pourquoi, comment, hein, bon. Et j'avais résumé le projet en 1 page, hein. Donc, c'était pas 18 slides, c'était 1 Mm. page. Le fameux executive summary, quoi. Ouais, il n'a même pas regardé le papier. Enfin, il a vu que j'en parlais avec enthousiasme. Enfin, lui qui avait un grand tableur Excel dans la tête, mais là, il a écouté son intuition. Et il m'a dit: «Vous m'avez convaincu, je pense que vous allez convaincre la direction générale. Je vous propose de présenter le sujet. Je ne peux pas décider moi-même, en plus ça n'est pas de mon ressort,
mais je vous propose de présenter le sujet dans un mois à la direction générale, au comité exécutif. Et donc, le 12-06-06, donc une date symbolique, hein, j'ai présenté ce projet à la direction générale. Alors, j'avais auparavant parlé avec un des membres du comité exécutif qui était Alain Papias, hein, qui couvrait la banque privée et l'asset management. Et puis, j'avais eu des très bons contacts aussi avec François Debiès, qui était le responsable de la banque privée. Et donc, je fais ma petite présentation, 10 minutes pas plus. Hein, donc, Baudouin Pro, le directeur général, introduit le sujet. Bon, le pourquoi, le comment, où est-ce qu'on veut le faire, les premières réactions, etc. Quelques questions, enfin beaucoup de questions, une avalanche de questions. Donc un intérêt. Donc un intérêt. Alors, il y en avait un qui n'avait pas tout à fait compris parce que il pose la question, donc vous proposez qu'on augmente le budget du mécénat pour pouvoir financer en mécénat la microfinance. C'est pas tout à fait ça, je me suis peut-être mal exprimé. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas compris, hein, donc je me suis mal exprimé. Il s'agit de faire notre métier de banquier, c'est-à-dire de financer des institutions de microfinance qui vont nous rembourser. Il y a un vrai modèle économique, etc. Après 25 minutes de discussion, je pensais que j'avais juste un quart d'heure, mais en fait, c'était bien 25 minutes. Baudouin Pro conclut en disant, donc je pense que tout le monde est d'accord, hein, ce projet, où va-t-on le loger? Alors, bon, le responsable du réseau international regarde ses chaussures, il n'est pas spécialement intéressé. C'est celui qui avait flingué le projet dedans. Hein, ok. Voilà, donc, heureusement, Baudouin Pro a compris. Et à ce moment-là, Alain Papias bondit et dit écoutez, si ça peut arranger tout le monde, on en a parlé avec François Debiès. Alors, Debiès était à la fois le responsable de la banque privée, mais il était aussi le président de la fondation. Okay. Et avec un tropisme très fort sur les sujets de philanthropie et d'entrepreneuriat social. Tropisme personnel. Donc, on en a parlé avec François Debiès. Il est d'accord pour héberger le projet. Bon, c'est un peu paradoxal de mettre un projet qui concerne les très pauvres, de mettre ça chez les très riches, mais en même temps, faut un véhicule. Il faut un véhicule. Voilà. Et donc, donc ça a été décidé. Donc, et ce moment-là, en fait, toi, tu es un peu surpris de ce qui se passe ou tu t'attendais à ça? Tu t'attendais à ce qu'il y ait ce soutien de ces personnes-là? Je ne savais pas. J'avais beaucoup d'espoir, hein, mais je ne savais pas que ça allait aussi bien se passer. Okay. Et alors, au cas où ça se serait pas bien passé, j'avais dans la poche un plan pour aller voir d'autres organisations, mais c'est beaucoup plus difficile de vendre à l'extérieur si on n'a pas réussi à vendre à l'intérieur. Bien sûr. Parce que la première question, ça va être pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à convaincre Voilà. On connaît les gens, on connaît les leviers, on connaît les métiers. Pour l'intrapreneur, enfin moi je vous conseille toujours essayez de convaincre dans votre entreprise. C'est pas impossible à l'extérieur, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Voilà. Et donc dans les 6 mois qui ont suivi, eh bien j'étais toujours dans mon job parce que oui, j'étais toujours dans le cash management. Hein. Donc mon patron avait été très très gentil, m'avait dit tu prends le temps nécessaire, si tu as besoin d'aller voir des gens, pas de problème, etc. Après la décision comité exécutif, il savait que de toute façon, il allait me perdre. Là, c'était écrit. Mais il m'a quand même payé un aller-retour sur Toronto pour aller, sur Halifax plus exactement, pour aller assister à un congrès de microfinance. Younous venait d'avoir le prix Nobel. Et c'est ça qui est fou, ça. C'est que... Il y a eu un alignement des planètes qui était extraordinaire parce que la microfinance, on commençait un petit peu en 2005 à en entendre parler. Et puis, en 2006, en octobre 2006, 3 mois après que j'ai fait ma présentation, Younous a le prix Nobel. Ouais, donc, quand je suis allé à ce congrès d'Halifax, c'était standing ovation pour professeur Younous parce que tout le monde était vraiment dans l'enthousiasme de ce moment. Puis, c'est un prix Nobel de la paix qui a vraiment fait parler, qui encore aujourd'hui est marquant. Oui, puis c'est une personnalité assez extraordinaire. Enfin, c'est quelqu'un, je l'ai entendu 10 fois, peut-être 20 fois, enfin, mais à chaque fois... même si on connaît son discours, hein, enfin, c'est un peu comme Maria Novak, hein, c'est quelqu'un qui rayonne tellement que même si on sait de quoi il va parler, d'abord il amène toujours des éléments nouveaux, et puis il parle avec le cœur et en s'adaptant à son auditoire. Donc j'avais 6 mois pour monter mon projet, hein, donc avec l'aide d'une société de conseil donc, qui m'a aidé à structurer les choses, hein, qui font pas le job à notre place, mais en revanche... Donc là, quand tu sors de la salle avec le COMEX, tu as un deal, on te dit, voilà votre budget,
voilà l'agenda et on se retrouve dans X nombre de mois Oui, pour faire oui, le oui, point. puis avec un point de référence, c'est-à-dire avec François, voilà, donc une ligne hiérarchique claire. Donc pendant 6 mois, j'avais 2 jobs. Enfin, de toute façon, pendant cette année-là, je dis souvent, j'ai travaillé aux 35 heures supplémentaires. Parce que j'ai la première, alors le début de l'année jusqu'au 12-06-06, le début de l'année, c'était 35 heures supplémentaires sans aucune vision si ça allait marcher. La fin de l'année, c'était 35 heures supplémentaires, mais je savais où j'allais, quoi. Et puis bon, mon patron du cash management n'était pas un tyran. Il savait que j'étais en train de travailler sur ce projet. Il voyait l'intérêt stratégique. Et donc, il me laissait le temps nécessaire. Et puis, j'avais une équipe qui était bien rodée. Donc, c'était jouable. Et donc, à partir du 1er janvier, je me retrouve donc avec ma petite équipe, c'est-à-dire un stagiaire qui en savait beaucoup plus que moi. Le stagiaire avait été, en fait, stagiaire dans un réseau européen de microfinance. Donc, en fait, il arrivait avec 6 mois d'expérience que moi, je n'avais pas. Donc, j'ai bénéficié de l'expérience de mon stagiaire, qui est toujours d'ailleurs chez BNP Paribas, qui fait une belle carrière chez BNP Paribas. Et puis, avec donc recrutement d'un adjoint, donc j'avais vraiment une micro-équipe. Et puis, la possibilité de solliciter les territoires, parce qu'en fait, il s'agissait de déployer territoire par territoire. Bien sûr. C'était de la banque à distance, hein. C'était en Inde, c'était dans les pays émergents. Donc, il s'agissait, territoire par territoire, de déployer une micro-équipe. Voilà. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, Ça a été quoi le premier projet, le premier deal, le premier financement? je ne sais plus si c'est l'Inde ou si c'est le Maroc. Je pense que c'était l'Inde. Oui, l'Inde avait un énorme potentiel. On a démarré plusieurs pays en même temps, mais on s'est concentré au début sur 4 ou 5 pays. Après, on a élargi à une quinzaine de pays, sachant que la banque avait 80 pays sur le papier, mais en réalité, il y avait une vingtaine de pays qui pouvaient véritablement être concernés. Voilà. Je te pose cette question parce que il y a le monde des idées, puis après il y a l'action, la préparation de ton plan. Il y a le moment où en fait il y a quelque chose en production, quelque chose de matériel qui est livré. D'ailleurs, je sais même pas si c'est à ce moment-là qu'on te dit bah ok, on sent que ça fonctionne parce que j'imagine qu'on commence à te le dire quand on commence aussi à recevoir de l'argent et qu'il y ait des remboursements. Je sais pas d'ailleurs dans quelle temporalité ça se fait généralement, mais à quel moment toi tu te dis ok ça y est, en fait ça y est, ça prend. Ça a été 3 années quand même très difficiles, les 3 premières années, parce que ça a pris comme tout projet. C'est la loi de Murphy, ça prend toujours plus de temps que prévu parce que on avance dans l'inconnu. Donc, même si on a des gens qui sont bienveillants, enfin, d'une part, il y avait la mise en place de la procédure de risque. Et ça, la procédure de risque, on rigole pas. Hein. Donc, la première chose que j'ai faite en sortant du comité exécutif, c'est d'aller voir le patron des risques en disant j'aimerais bien travailler avec un de vos collègues pour qu'on monte ensemble cette procédure de risque. Et on a vraiment très très bien co-construit ensemble. Parce que souvent, dans la banque, les gens des risques, c'est un peu les méchants, c'est ceux qui bloquent, etc. Et moi, je les ai toujours considérés comme des partenaires. Parce que d'abord, c'est des gens qui ont une sacrée expérience. Puis c'est un peu les gardiens du temple. Hein, donc, ça me semblait très important, effectivement, de co-construire avec eux. Puis ça te permet de créer une solution robuste. Voilà. Et qui soit accepté par les personnes enfin, le côté idéaliste, c'est très bien, on va permettre le développement économique, hein, c'est très bien, mais quand même, la plupart des banquiers, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte. Donc, si on dit, pour des raisons stratégiques, l'objectif, c'est de couvrir nos frais, ok, mais il ne faut pas mettre la caisse sur le trottoir. Hein, et ça, c'était ma promesse, hein, promesse qui a été tenue. Enfin, donc, c'était important, effectivement, de bien maîtriser les risques. Ce qui veut dire que chaque dossier était un dossier où il y avait sur place une visite de l'institution de microfinance, comprendre. Alors, une innovation dans l'innovation, c'était l'introduction de l'impact social. On a promis qu'on faisait ça pour l'impact social. Donc, on va mesurer l'impact social. Il existait déjà un certain nombre d'outils de mesure, enfin des KPIs, des outils de mesure d'impact social, mais ça existait dans les milieux universitaires. Mais chez BNP Paribas, on n'avait jamais fait de mesure d'impact social. On était dans un contexte où la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, n'existait pas encore. Il y avait un vague reporting RSE, mais il n'y avait pas véritablement une politique RSE. Donc le sujet de mesurons l'impact social en même temps qu'on fait. Oui, tu contribues à un changement de paradigme en fait. C'est un changement de paradigme. Et ce qui était intéressant, c'était les réactions de nos clients prospects, c'est-à-dire
que certains disaient oui, on a l'habitude avec telle ou telle banque, voilà ce qu'ils nous demandent. Donc on a beaucoup échangé aussi avec les autres banques parce qu'on est quand même un peu dans le même bateau. Mais certains de nos clients nous disaient c'est intéressant parce que ouais, vous nous posez des questions. En fait, on n'y a jamais véritablement réfléchi. Et on s'est rendu compte, en 2008, il y a eu la méga crise financière et il y a eu une micro-crise de la microfinance en Inde. C'est-à-dire une crise de surendettement, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les institutions, en fait, que plutôt les emprunteurs avaient un premier crédit dans l'institution A, et puis ils n'arrivaient pas à rembourser l'institution A, donc ils ouvraient un deuxième compte dans une institution B, dans une institution C, etc. Et ils arrivaient à un surendettement parce que, au bout du compte, ils étaient étranglés parce que A doit rembourser B, B doit Oui, cercle vicieux de... un cercle vicieux de surendettement. Et ça, on l'avait pas vu venir. Et ça a été pour nous une grande leçon. On s'est posé d'ailleurs la question, est-ce qu'on arrête tout, hein, parce que c'était quand même... Mais en même temps, ça nous a poussé à aller plus loin dans l'analyse de risque et dans l'analyse de l'impact social, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce qu'on touche véritablement des plus pauvres et est-ce que ça change quelque chose dans la vie des gens? Avant, ils étaient très très pauvres. Aujourd'hui, ils sont pauvres, mais ils vivent correctement. C'est facile à énoncer comme ça, mais c'est très très compliqué de mettre en place des outils parce que aujourd'hui, l'impact social, c'est... les universitaires adorent ça, mais c'est souvent le marteau-pilon pour écraser la mouche. C'est-à-dire que les outils qui sont mis en place vont coûter plus cher que Ce les que j'allais crédits dire, qui sont... Donc il faut trouver le bon équilibre. Ton équation économique, là, elle est difficile à tenir. Pour avoir effectivement une analyse de l'impact social, mais sans en même temps tomber dans l'excès de on met 1 million, mais ça va nous coûter 1 million pour avoir des nuées d'ethnologues et de sociologues qui vont venir faire l'analyse. Donc tu sors de cette période en plus avec la crise internationale financière. Oui. Quand tu dis le projet a failli mourir... On s'est posé la question, Voilà. en fait, avec Comment... cette crise avec cette crise de surendettement dans le sud de l'Inde, on s'est posé la question, est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on arrête tout en Inde? Voilà, donc, Et à ce moment-là, tu avais déjà les autres géographies qui étaient on lancées? avait les autres géographies qui étaient également lancées. Et comme on voyait que ça fonctionnait bien dans les autres géographies, on s'est dit, c'est quand même pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord, ok. Et toi, à ce moment-là, à titre personnel, qu'est-ce qu'on ressent quand c'est pour le coup ton bébé, c'est ton projet? Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est proche du précipice? On a peur. On a peur, d'une part, c'est une question de responsabilité morale. C'est-à-dire que qu'on abandonne un projet, c'est pas dramatique, mais c'est surtout le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc c'est le contraire de ce qu'on visait, quoi. Donc, mais en même temps, si on fait rien de bien. Donc c'est facile, vu de Sirius, de se dire il aurait fallu faire ça, ok. Bravo, fais-le. C'est toute la question, effectivement, du paradoxe entre le penseur et l'acteur. Il faut trouver le bon équilibre, hein. Et donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'action, mais en même temps, je pense qu'il ne faut jamais négliger le regard critique. Et j'ai eu beaucoup d'échanges à ce moment-là avec un universitaire qui s'appelle Jean-Michel Servet, qui est un des universitaires qui a beaucoup travaillé sur le modèle de la microfinance et qui était extrêmement critique. Il m'avait déjà prévenu avant, il m'a dit ouais, il y a des risques de surendettement, etc. Bon, je lui ai dit oui, mais ça ne doit pas empêcher de faire quelque chose. Mais ce dialogue a été extrêmement fructueux. On est encore en contact avec Jean-Michel, hein, donc, mais Jean-Michel, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action, hein, donc ok, chacun est dans son rôle. Et c'est important d'avoir. Ça, c'est comme les personnes en charge des risques dans les entreprises. Hein. C'est ça. Ils sont là pour agiter la clochette, hein, mais c'est pas eux qui prennent la responsabilité. Hein. Et d'ailleurs, pour reboucler par rapport à ce moment un peu initial avec le COMEX de BNP, il se passe ces 3 ans. Comment, en fait, se gère la relation avec eux? Est-ce qu'ils te témoignent leur confiance? Est-ce que... Oui, alors on a fait un reporting tous les 6 mois. On faisait un reporting au COMEX. Hein. Okay. Et puis, avec mon patron François Debiès, je le voyais, j'avais un point avec lui tous les 15 jours. Et on animait un comité, de manière à... Parce que c'était la complexité, c'était la multiplicité des territoires, enfin une quinzaine de territoires au total, plus les métiers de banque privée et d'asset management. L'asset management, ça n'a pas véritablement démarré, mais en revanche, ça a bien démarré sur les territoires. Mais en fait,
L'avantage d'avoir 2 piliers, c'est que s'il y en avait un qui marchait pas, il y avait le deuxième qui allait marcher, hein. C'est le principe, pour faire voler un MiG, il faut 2 MiG, le deuxième sert de réserve de pièces détachées, quoi. Donc c'était pour l'asset management, c'était quelque chose qui était trop compliqué, trop risqué, mais il m'a fallu 2 ans pour comprendre que les asset managers ne sont pas des banquiers, les banquiers ne sont pas des asset managers. C'est des métiers complètement différents. Et c'est pas parce qu'on parle un langage des chiffres que voilà, on n'a pas les mêmes raisonnements, on n'a pas les mêmes outils. Et ça, il faut du temps parce que comme on est dans une grande maison qui s'appelle BNP Paribas, on croit que oui, on est tous cousins et on parle la même langue. Non, c'est la tour de Babel. Donc on n'a pas des langues communes. Il faut apprendre effectivement à comprendre. Puis j'ose imaginer que c'est un apprentissage qui te sert aussi pour la partie financement des entreprises sociales par la suite, parce que là, pour le coup, les asset managers, je pense qu'ils ont leur rôle à jouer. Et donc il y a ce fameux reporting tous les 6 mois, il y a ces 2 sponsors, en tout cas ces 2 pieds sur lesquels tu marches. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ok, c'est bon, ça y est, c'est on track, ça va rouler. D'ailleurs, ça ne dépend plus que de moi, parce que il y a aussi ça, hein, l'entrepreneur ou l'entrepreneur, à quel moment il laisse le projet aussi. Alors, mon objectif était effectivement que ce soit assez enraciné pour que ça ne dépende plus que de moi. Et aujourd'hui, je dois dire que quand je regarde en arrière, on est en 2025, quand je regarde en arrière, presque 20 ans plus tard, on a commencé avec 50 millions, ce qui semblait énorme. Les gens me disaient, oui, c'est des gros risques, tu te rends pas compte, c'est un inconnu. Bon. Et aujourd'hui, la phase 1 microfinance, c'est plus de 300 millions. Avec évidemment un impact social qui est proportionnel. Et le financement des entreprises sociales, donc qui est la phase 2 à partir de 2012, plus de 2 milliards. Donc, mes successeurs et les successeurs de mes successeurs, y compris mon stagiaire dont je parlais tout à l'heure, qui continue à faire son chemin dans la banque, mes successeurs, aujourd'hui, gèrent un portefeuille dont je n'aurais pas pu rêver. Je serais arrivé, dans mes rêves les plus fous, je me disais, on va passer à 100 millions, 200 millions, 300 millions, mais je ne pensais pas que ça arriverait, en particulier avec la phase 2, avec le financement des entreprises sociales, je ne pensais pas que ça arriverait à ces échelles-là. Donc ça veut dire que c'est enraciné avec plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines même, il faut compter les réseaux nationaux, pour les entreprises sociales, c'est au niveau des réseaux France, Italie, Belgique. Oui, c'est des banques de détail en fait. C'est de la banque de détail. Et là aussi, c'était un changement de paradigme parce que je me rappelle au moment du lancement du deuxième projet, à partir de 2012, les collègues qui étaient en charge du traitement des associations dans la banque de détail ne connaissaient pas le concept d'entrepreneuriat social, alors qu'ils traitaient des associations, mais ils ne connaissaient pas les entreprises sociales. Et pour eux, ça ne pouvait pas exister. Soit on est une entreprise et donc on génère du profit, soit on est une association et dans ce cas-là, on vit de subventions. Et d'avoir des associations qui visent l'intérêt général, mais qui en même temps ont un véritable modèle économique et donc ont une capacité d'endettement, c'était quelque chose qui était totalement nouveau. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Emmanuel de Lutzel. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage et de prise de recul sur une carrière d'intrapreneur social. Nous y parlerons notamment du lancement et du développement de l'activité de financement des entreprises sociales, un business à plus de 2 milliards d'euros d'investissement. Des défis et des stratégies à adopter en tant qu'intrapreneur social, récoltés auprès de ses pairs, ils sont le cœur de son ouvrage « Transformer votre entreprise de l'intérieur, le guide de l'entrepreneur social ». Ou encore ses nombreux conseils de lecture pour cultiver son esprit critique dans le monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!